En fait, je pense que la question qu'on se pose souvent, c'est « Ah, comment serait ma maison idéale ?» Et en fait, moi, je me dirais « Comment serait mon mode de vie idéal ?» Je pense que ça a inversé mes priorités, c'est-à-dire que là où je pensais que ce qui était important, c'était de construire, de bâtir, d'aménager, d'un coup, je me suis dit que ce qui était important, c'était de préserver, de laisser, de faire pousser. Bienvenue dans le podcast La Case Robinson, le podcast qui parle d'éco-construction et de maisons écologiques. Au croisement de l'architecture, du bien-être et de l'écologie, je pars à la rencontre de celles et ceux qui mettent ces sujets au cœur de leur vie. Je suis François-Xavier Parent, entrepreneur, formateur en éco-construction et auteur du blog lacaserobinson.fr. Parce que l'éco-construction est encore trop peu démocratisée et que cette démarche demande parfois de surmonter des obstacles inattendus, je vous propose des témoignages inspirants pour vous aider, je l'espère, vous aussi, à bâtir la maison écologique de vos rêves. Parce que la maison est un abri, un lieu intime, parfois un miroir, je vous emmène pour ce premier épisode dans la case d'Olympe Rabaté. Olympe vit dans un écolieu en Californie. Elle nous raconte ce qu'elle y fait au quotidien et ce qui l'a conduite là-bas. Elle nous explique pourquoi, après des années à Paris où elle travaillait pour des agences d'architecture prestigieuses, elle entame un long voyage pour se reconnecter à la nature. Elle partage ses expériences sur la vie en communauté, ses réflexions sur le monde d'aujourd'hui et sa vision du rôle de l'habitat comme outil pour un monde meilleur. J'ai pris beaucoup de plaisir à discuter avec Olympe, j'espère que ce sera votre cas également en écoutant cette conversation. Bonne écoute. Bon, salut Olympe. Salut FX. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Je suis super content. Ça fait un petit moment que je suis en fait tes pérégrinations via ton blog, notamment via les articles que tu postes sur ton blog. Je suis super curieux, mais d'abord, est-ce que, pour commencer, pour recadrer un peu le contexte, est-ce que tu peux te présenter, parler un petit peu d'où tu viens, ton parcours, et puis quelles sont tes activités aujourd'hui ? Alors aujourd'hui, je suis farm manager d'une petite ferme qui est aussi une communauté intentionnelle qui est située sur la côte pacifique de la Californie, entre San Francisco et Los Angeles, dans un petit village qui s'appelle Arroyo Grande. Ce que je fais ici est un travail à mi-temps, puisque c'est un contrat. Alors c'est un contrat tacite avec les propriétaires du lieu, de la communauté. C'est ce qu'on appelle un work trade, donc un échange de services et de travail. L'idée, c'est que moi et mon compagnon, on s'occupe des animaux qui sont ici, c'est-à-dire des poules et des chèvres. On a 3 chèvres et 25 poules. Et on s'occupe du jardin, du potager, des arbres fruitiers et de manière générale de l'aménagement et de l'entretien de toute la propriété en termes de paysage. D'accord, donc c'est une reconnexion volontaire à la nature. Est-ce qu'il y a une approche aussi au niveau des bâtiments, au niveau de l'éco-construction ? Oui, donc l'endroit où je suis en ce moment, qui s'appelle The Lavra, Lavra, c'est une collection de petits habitats. On peut appeler ça des tiny homes ou différentes choses. En tout cas, oui, il y a plusieurs petites maisons sur le terrain, des maisons qui sont construites en cob, donc c'est de la terre crue, un mélange de paille, de sable et de terre. D'autres maisons sont construites juste en bois. On a du solaire partout sur le toit. Pour l'eau, on a un puits qui pour le moment est plutôt bien fourni, mais on est en Californie et l'eau, les réserves d'eau de manière générale sont rares. C'est d'ailleurs des choses auxquelles on réfléchit beaucoup dans l'amélioration du paysage existant qu'on a ici. Comment réaliser différentes topographies qui permettraient justement de capturer plus d'eau, d'en infiltrer plus, d'en récupérer, etc. D'accord. Et j'avais une question sur la communauté. C'est quoi comme type de structure ? Est-ce que c'est une structure privée qui a été lancée comme ça par le propriétaire et puis qui cherche à rassembler des personnes désireuses d'expérimenter des choses et puis peut-être de promouvoir ça vers l'extérieur ? Ça ressemble à quoi comme type de gouvernance ? Alors ici, c'était une propriété privée qui a été achetée par Steve et Caillou, donc les deux propriétaires qui sont un couple d'une, on va dire, quarantaine d'années.
Lui, il enseigne, à Cal Poly, qui est la grosse école d'ingénieurs, du coin, et elle, elle est historienne. Donc ils ont tous les 2 un métier et un salaire. Donc Steve et Caillou ont acheté ce terrain il y a 7 ans, en 2012, pour créer une communauté. Alors aux États-Unis, on parle beaucoup de communauté intentionnelle. Ça veut dire en effet de différentes manières où une personne achète un terrain et ensuite partage des loyers ou des échanges de services avec les autres personnes qui veulent habiter, ou des gens qui se groupent et achètent ensemble un terrain et ensuite le managent ensemble. Mais ici, c'est un modèle où c'est une personne qui a acheté le terrain et qui loue les maisons et les structures à différentes personnes. Moi, ce que je trouve assez génial, c'est que des gens qui ont quand même un mode de vie, on va dire, assez classique, puisqu'ils ont un métier à temps plein, ils partent en général le matin, ils rentrent le soir, mais ils ont quand même souhaité avoir un mode de vie qui était ancré dans un environnement plus rural, plus naturel, et être entouré d'animaux, de plantes et en général promouvoir un mode de vie qui soit plus durable. D'accord. Alors il se trouve que, c'est aussi une association non-profit qui a été montée en plus de ça pour pouvoir organiser différents événements. La mission un peu, de cette non-profit, c'est d'éduquer un maximum de gens de la communauté locale sur les questions d'environnement, de mode de vie communautaire, d'alimentation durable et cetera. Comment c'est perçu à l'extérieur, aux États-Unis en général, mais peut-être aussi plus à l'échelle locale, ça reste une expérimentation assez isolée ou c'est quelque chose qui se développe beaucoup en Californie avec une bonne réception du public Alors, c'est difficile pour moi de répondre à ça parce que j'ai l'impression que dès qu'on s'intéresse à un sujet, on devient un peu biaisé et on a l'impression que tout le monde s'intéresse à ça et veut faire ça. Donc moi, aujourd'hui, j'ai l'impression que tout le monde s'intéresse à la vie en communauté et souhaite vivre en communauté. Je pense que si on prenait des chiffres, j'aurais tort encore aujourd'hui. Mais en tout cas, la façon dont ce lieu est perçu à l'échelle locale est très positive. En fait, quasiment 2 ou 3 fois par mois, on accueille, Steve et la Lavra envoient des invitations, à une liste assez large maintenant quand même de gens qui forment la communauté, on va dire, élargie de ce lieu et on les invite à des projections de films, à des conférences, à des lectures, à des soirées, pizza maison puisqu'on a un four à pizza, qu'ils ont fabriqué l'année dernière durant un des workshops. Il y a aussi toutes sortes de workshops, qu'on organise pour avoir un peu justement, les mains dans l'action et le faire. D'accord, donc c'est un peu ce qu'on voit en France, qui s'appellerait les écolieux ou les écocentres. Ouais, tout à fait. Moi, ce que je trouve, d'autant plus intéressant dans cette communauté élargie, c'est que, en tout cas ici, elle touche des gens de tous les âges et ben, il y a, par exemple, beaucoup de retraités, ou de gens qui travaillent plus dans le coin, mais qui sont évidemment pour autant, toujours intéressés à apprendre, à faire, à partager et voilà et c'est des gens qui nourrissent, de manière vraiment, vraiment bénéfique, ce lieu. C'est vraiment un outil de dynamisation, ultra local, en fait. Parce Mmh. que nous, en fait, c'est vraiment nos voisins. Voilà, on a des voisins qui vivent sur le terrain et qui sont membres de la communauté, mais on a des voisins, tout autour à plusieurs dizaines de kilomètres, qui se considèrent, vraiment, membres de ce lieu aussi, quoi. D'accord. Toi, tu travailles là-bas, tu es logé là-bas, tu es rémunéré, pour, ton activité de manager? Comment ça se passe? Alors, nous, on est en work trade. Donc un work trade, c'est un système d'échange, en fait, de temps ou de services contre des prestations, on va dire, concrètes, de logement et de nourriture. D'accord. Donc en fait, l'année dernière, avec mon compagnon, on a parcouru, tout l'ouest des États-Unis et du Canada. Voilà, parce que c'est de là quand même qu'est venue, la découverte d'ici. D'accord. On n'aurait pas trouvé ici sans ce voyage l'année dernière, mais on y reviendra. Donc en fait, on faisait du roofing, c'est du volontariat dans les fermes organiques et notre idée, ça a été de trouver un endroit où, on pourrait faire justement du roofing, mais pendant une année entière. Plutôt que de bouger toutes les 2-3 semaines, d'une ferme à une autre,
on voulait trouver à la fois un endroit qui soit une communauté, puisqu'on sait aujourd'hui que c'est le mode de vie qui nous convient, qui soit aussi une petite ferme, parce qu'on savait qu'on voulait des animaux, un potager, un verger, à minima, et tout ça sans dépenser d'argent en loyer, puisque pour le moment, on n'a pas de revenus du tout. Donc aujourd'hui, l'accord qu'on a avec, Steve et Caillou, c'est qu'on échange, ces 20 heures hebdomadaires de travail sur le terrain contre, un hébergement gratuit. On va dire toutes les dépenses liées à, électricité, eau, internet et cetera sont aussi inclus dans notre, deal, et une partie de la nourriture, on va dire, tous les basiques de la nourriture sont aussi inclus. D'accord. Donc aujourd'hui, moi, je vis quasiment sans argent ou avec très peu. Voilà, ça fait un moment, en fait, que j'expérimente aussi la vie avec très peu d'argent, et c'est assez fascinant. Enfin, ça, c'est tout un thème que je pourrais développer longtemps, mais c'est encore un autre sujet. Puis il y a des gens très intéressants qui réfléchissent, à ça et qui l'expriment mieux que moi. Il y a un activiste américain qui s'appelle Rob Greenfield, qui a fait toutes sortes de choses depuis plusieurs années sur, les déchets, produire sa propre nourriture, le rapport à l'argent, au salaire, aux dépenses et cetera. Ouais, ouais, je le mettrai en référence dans les notes de l'épisode. J'imagine que c'est une façon aussi de vivre qu'il faut complètement réapprendre parce que, dans un premier temps, je suppose qu'il y a un peu de stress qui vient du fait de se dire qu'on n'a pas de ressources et on se demande comment on va faire pour le lendemain. Mais en même temps, je suppose que ce que tu trouves comme intérêt là-dedans, c'est aussi certainement une forme de liberté sur tes choix, sur ce que tu as vraiment envie de faire par la suite, quoi. Oui, non, mais la liberté, elle est immense. C'est-à-dire que j'aurais jamais cru, en fait, qu'on pouvait être aussi libre. Alors après, c'est toujours subjectif et voilà. Mais moi, aujourd'hui, oui, je me sens, plus libre que je ne l'ai jamais été. Alors c'est possible parce que, j'ai pas encore d'enfants, c'est vrai que j'ai personne à charge, c'est-à-dire que j'ai pas, Ouais. de parents vieillissants, j'ai pas d'enfants en bas âge. Pour le moment, j'ai personne dont m'occuper, qui dépend de moi, donc ça, c'est vrai que ça permet, l'expérimentation que je fais aujourd'hui. Quand j'ai tout quitté, de ma vie parisienne, j'ai fait ça un peu sur un coup de tête, mais aussi quand même beaucoup, avec anticipation et préméditation, et j'avais mis des sous de côté depuis un moment. Je savais pas pourquoi, mais je savais que c'était bien d'en avoir un peu, et aujourd'hui, je continue 3 ans après à vivre encore, sur mes sous de côté. C'était pas des milliards, hein. Donc c'est possible, voilà. Après, comme tu dis, c'est vrai que ça, en fait, je pense que vivre avec beaucoup moins, ça met dans une toute autre disposition vis-à-vis de soi et vis-à-vis des autres, et il se trouve que l'abondance, alors c'est un peu un mot, en ce moment qu'on voit beaucoup, c'est comme bienveillance, enfin bon, il y a des mots à la mode, mais l'abondance est là et c'est assez, incroyable. C'est-à-dire que oui, on va de moins en moins au supermarché pour acheter à manger, d'une parce qu'on voulait y aller de moins en moins, c'était le but, de 2 parce qu'en plus on n'a pas vraiment d'argent à dépenser là-bas, mais en fait les choses sont autour de nous, et si c'est pas nous qui les faisons pousser, c'est nos voisins. Évidemment, il y a beaucoup de trocs, beaucoup d'échanges, beaucoup, beaucoup de cadeaux, énormément de cadeaux, de gens qui viennent: «Ah, tenez des oranges, ah, tenez, des citrons, ah, tenez ci, tenez ça», et nous, on donne aussi beaucoup, et voilà, et en fait, après, ça forme un cercle assez, incroyable de dons et de retour de dons. Comme dans les sociétés primitives, vraiment. Ouais, ouais, mais c'est super intéressant. Je pense qu'on va y revenir forcément de plus en plus avec ce qui nous attend. Et justement, je pense à ça. Est-ce que ces expérimentations, elles sont aussi là pour te préparer à un futur qu'on nous promet pas très brillant dans les années à venir ou les décennies à venir? En tout cas, en France, en 2019, on a beaucoup parlé d'effondrement, de collapsologie. C'est des termes qui sont devenus grand public. Est-ce que ça fait partie de cette démarche-là, d'essayer de réapprendre un peu les choses simples pour pouvoir faire face à ce futur qui peut-être fait peur et qui en tout cas ne semble pas pouvoir nous apporter des garanties? Quelle est ta position par rapport à ça? Oui, pas du tout. Moi, je suis, extrêmement positive et optimiste vis-à-vis du futur, mais ça, je l'ai toujours été.
et je pense pas que ça va changer. Je vois les non, moi, je pense que je vois simplement les limites, du système qui a été construit très récemment, en fait. Je pense que ce que j'essaye de faire avec mon blog, pour moi d'abord et puis pour ceux que ça intéresse si jamais ils lisent, c'est d'essayer de me renseigner, en fait, mieux sur, ce qui existe et depuis quand ça existe. Parce que quand on a grandi dans un environnement avec un certain type d'économie, certains types de modes de vie et cetera, on pense que c'est le seul qui existe. Mais en fait, c'est un mode de vie et un modèle économique qui existe depuis pas si longtemps et qui, à mon avis, ont pas vocation à durer trop longtemps puisqu'on est tous en train de prendre conscience des limites qu'ils rencontrent et du danger pour la biodiversité, pour les écosystèmes et pour les humains et leur santé mentale et physique. Donc non, moi je suis, très positive. Je pense qu'en fait, ça va motiver plein de gens à réfléchir et à critiquer et à mettre en perspective, des choses qu'ils pensaient, inamovibles ou, immuables. Pour moi, toute adversité est l'occasion de créativité, voilà. Donc c'est waouh, il y a un énorme challenge, ben, il y a énormément de créativité à débloquer et à laisser libre, donc c'est moi je trouve ça très excitant en réalité. Tu le vois plus comme un moteur et puis comme une opportunité pour justement s'interroger sur nos façons d'habiter. Moi, il y a une phrase Oui. que j'aime bien, qui est la suivante: pessimiste dans l'analyse mais optimiste dans l'action. Aujourd'hui, si on fait que lire des données, c'est difficile d'être optimiste. Ouais. Donc le fait d'être dans l'action, effectivement dans la réflexion, ça permet de voir que déjà effectivement il y a des choses qui sont pas immuables sur nos modèles de vie, sur nos modèles économiques, sur la façon d'interagir avec la nature, et qu'il y a des sociétés et des millions d'humains qui ont vécu différemment avant. Mais ouais, j'ai toujours trouvé qu'on essayait de faire peur aux gens, sur tout, hein, sur plein de choses, mais quel que soit le sujet, en fait, l'idée, c'est de faire peur pour que les gens, enfin, à commencer évidemment par le journal, télévisé que je ne regarde plus depuis, je pense au moins 20 ans. La peur est un mécanisme sur lequel on joue beaucoup parce que ça permet d'isoler les gens. Chacun se replie un peu sur soi et puis sur ses propres peurs, sur ses besoins, sur ses manques, voilà. Alors qu'en fait, ce que je trouve assez génial en ce moment, c'est que je pense que la peur qui est en train de grandir autour justement de cet effondrement, va amener les gens à se regrouper et ça me paraît bien. Ouais. Je voulais enchaîner sur un peu ce qui s'est passé entre les deux mondes que tu as décrits jusqu'à présent. Mmh. Oui, c'est ça. Quel a été le portail? Voilà, ta vie entre guillemets «parisienne» et puis ce que tu expérimentes aujourd'hui en Californie. Quand tu as voulu un petit peu changer de vie, c'est un grand mot, mais en tout cas te prendre un peu de temps pour toi, t'interroger sur les modes de vie, sur ce que tu voulais apprendre, tu es parti au Costa Rica. Qu'est-ce que tu es allé Mmh. chercher déjà? Et puis qu'est-ce que finalement tu as trouvé, et comment ça influence aujourd'hui ta façon de faire tes choix, de vivre au quotidien? Alors c'est vrai que c'est le nœud, en tout cas pour le moment, c'est le nœud de toute l'histoire. Il est dans cette décision-là et ce qu'elle a amené ensuite. En fait, j'avais terminé un cycle, je pense, à Paris. Ça faisait 12 ans que j'y habitais, ça faisait 7 ans que je travaillais et les 2 dernières années, mon corps a été, complètement, mis à l'épreuve. En fait, j'avais, cette forme de maladie cutanée qu'on appelle, eczéma. Bon, c'était quelque chose que j'avais toujours eu un petit peu, voilà, comme chacun a son petit talon d'Achille, des gens, c'est des migraines, des gens, c'est des maux de ventre. Bon, on sait que quand on est fatigué ou stressé, ça revient et moi, tout d'un coup, en fait, c'est devenu, incontrôlable. J'avais beau tout faire, tout essayer, différents régimes alimentaires, différentes crèmes, différents médicaments, différentes thérapies. J'ai passé 2 ans à essayer de sortir de ce cycle infernal où mon corps a pété un plomb, pour le dire vraiment, c'était ça et il y avait plus rien qui marchait et en fait, ce qui est assez enfin, ce qu'il faut dire clairement et que je reconnais, c'est que moi, mon changement de vie, il a été, en fait, il a été déclenché par quelque chose de très, très, on pourrait dire, égoïste, un sentiment très égoïste de protection, de moi-même. Et donc c'était pas du tout au début en tout cas, c'était pas du tout altruiste. C'était pas: «Ah, je vais aller, me renseigner sur les nouveaux modes de vie, durables
pour prêcher la bonne parole, pas du tout. C'était, il faut que je trouve une solution à ce mal, qui m'habite et qui me pourrit la vie, m'empêche de dormir. Enfin, c'était vraiment terrible et puis surtout, comme toute, maladie ou comme tout état, négatif, on a très peur qu'on n'en sorte jamais. Je pensais que j'allais rester comme ça toute ma vie et puis, j'ai commencé la méditation, parce que clairement, cet eczéma venait entre autres du stress que j'avais au travail et des conditions environnementales dans lesquelles je vivais. Je pense que c'était vraiment un mix des 2 et donc j'ai commencé la méditation et ça a été extrêmement bénéfique. Je continue encore aujourd'hui et puis je pense que oui, via la méditation, je me suis connectée avec mes besoins intimes et qu'est-ce qu'il fallait que je fasse à ce moment-là, parce que j'avoue que j'étais assez perdue et tout d'un coup, la seule chose qui venait, c'était, la plage. Voilà et plus je méditais c'est la vérité. Plus je méditais, plus je voyais des plages, des plages, des plages, des Il y a plages et beaucoup je de me gens, disais: je «Bon». pense, à Paris, même si j'ai vécu un peu à Paris, qui doivent se dire ça le matin, mais blague à part, le besoin de soleil, c'est vraiment un besoin physiologique. Exactement, à l'écoute en fait de sa physiologie et c'est vrai que ma physiologie en fait je l'avais mise de côté mais depuis des années. C'est-à-dire que, peu importait l'heure qu'il était, peu importait si j'étais fatiguée, il y avait toujours des choses à faire, il y avait toujours des charrettes sur lesquelles travailler, il y avait toujours des fêtes auxquelles aller et cetera. Je pense que ça va avec la maturité aussi, hein, parce que c'est arrivé après 30 ans, tout d'un coup, je me suis dit: «Tiens, il est temps de se recentrer et de se rééquilibrer». Mais en tout cas, voilà, j'avais cette image de plage tropicale qui arrêtait pas de revenir. Et puis j'avais entendu parler du Costa Rica par ma mère qui était allée il y a très longtemps, enfin 15 ans avant et qui avait adoré et c'est vrai que j'ai commencé à regarder un peu comme ça en me disant: «Tiens, plage, Costa Rica». Enfin, ça avait vraiment été une sorte d'association d'idées et j'ai découvert que c'était un pays qui était, super avancé, notamment dans tout ce qu'on appelle l'écotourisme et donc le développement d'activités touristiques, avec, le maintien et la préservation de la biodiversité qui est extrêmement riche là-bas. Et je me suis dit: «Tiens, voilà, ça a cliqué quelque chose en moi». Tout d'un coup, j'ai l'impression que ça, c'est un sujet qui m'intéresse vraiment. Comment on peut à la fois préserver et aménager, en tout cas préserver et maintenir une activité, humaine, économique et cetera, sans tout ravager. Et puis, du coup, Donc de tu es là est venue parti. l'idée avant de partir, je savais que je voulais faire du volontariat. L'idée, c'était que j'allais, donner de mon temps gratuitement à des causes qui me paraissaient être importantes. Et tout d'un coup, c'était, la libération parce que même si j'aimais énormément mon travail et mes collègues et tout ce que je faisais, comme beaucoup de gens, j'avais quand même le sentiment qu'au jour le jour, ce que je produisais et ce que je faisais, n'avait aucune importance, voire même était plutôt contre-productif, sur un niveau global d'amélioration des choses. Donc tout d'un coup, je me disais: «Voilà, je vais aller au Costa Rica, je vais être volontaire, je vais m'immerger dans cet environnement de plage et de jungle et de là, viendront les choses qui viendront», mais c'était ça dont j'avais besoin. Donc au début, c'était un vrai break personnel Mmh. de 6 mois. J'avais jamais voyagé toute seule. J'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup voyagé. J'ai de la chance avec, mes parents, ma famille, mes amis, mes amoureux, mais j'avais jamais, voilà, pris, autant de temps pour moi toute seule et ça a aussi été évidemment, super, formateur et bénéfique et je le recommande à tout le monde de voyager au moins une fois tout seul. Tu disais que c'était un peu égoïste de vouloir, partir comme ça, Mmh. mais tu as quand même eu l'envie dès le début de t'engager, dans le volontariat là-bas. Comment ça s'est, concrétisé une fois sur place? Qu'est-ce que tu as fait comme action? Écoute, moi, j'avais jamais fait de volontariat du tout avant, ce que je trouve assez, étonnant, en fait, dans un parcours, de quelqu'un qui a ouais, je sais pas, en fait, tout d'un coup, je me suis rendu compte qu'à 32 ans, j'avais jamais donné de mon temps gratuitement à des choses, qui en avaient besoin et c'est vrai que je me disais: «Bon, il est temps de le faire là, maintenant». J'avais regardé un peu à droite à gauche sur internet, mais j'avais aucune, piste précise avant mon départ et puis je savais qu'en fait, je voulais partir, avec pas de plan, avec rien et voilà, j'avais booké mes 2-3 premières nuits, dans la capitale, dans une auberge et c'était tout ce que je savais. Après j'avais rien d'aligné. Une fois que je suis arrivée là-bas, j'ai rencontré beaucoup de gens
parce que le fait d'être seul, forcément, ça fait rencontrer beaucoup, beaucoup plus de personnes que quand on voyage en groupe ou en couple. J'ai commencé à regarder, à envoyer des mails, à lancer des petites bouteilles comme ça et puis, très vite, j'ai eu un retour. J'avais trouvé via le site du woofing, donc toujours le volontariat dans les fermes organiques. J'avais commencé par ce site-là et j'avais trouvé un conservatoire de papillons près du volcan Arenal et puis il se trouvait que, ils avaient une des volontaires qui les avait plantés au dernier moment et le directeur était à la recherche de quelqu'un pour tout de suite et donc j'ai dit: «OK, j'arrive, je suis là dans 2 jours». Et voilà, et c'est comme ça qu'a commencé, les différentes expériences. Je suis restée là-bas 1 mois et demi. Après, je suis allée dans un camp de protection des tortues marines, qui était l'animal qui m'avait attirée, en premier lieu au Costa Rica, parce que c'est très connu que les tortues viennent nicher sur les 2 côtes du Costa Rica. Par contre, c'est pas évident de trouver un lieu où faire du volontariat avec les tortues qui soit pas trop cher, parce que là, ça devient un concept que j'ai découvert, qui est qu'il y a des gens qui payent $2000 par semaine pour aller faire du volontariat. Donc D'accord. là, c'est du volontariat et aussi c'est faire un don, en fait, d'une certaine manière, d'argent et de temps en Oui, même temps d'accord. à une association. Donc c'est très bien qu'il y ait des gens qui le fassent et je trouve ça complètement admirable. Par contre, moi, j'avais pas du tout le budget pour faire ça. Donc je cherchais et j'ai été contactée par une fille, et qui a vu que j'étais au Costa Rica et qui m'a mise en relation avec le directeur de cette non-profit qui s'appelle, The Leatherback Trust, qui est une non-profit américaine, et qui a 2 camps, où ils accueillent des volontaires au Costa Rica. Et c'est comme ça que j'ai pu, aller faire cette expérience. Et puis ensuite, j'ai continué à en fait, je rencontrais beaucoup de gens et puis j'arrêtais pas de dire que moi, ce qui m'intéressait, c'était la préservation des écosystèmes, que je voulais, voilà, travailler là-dedans. Et puis je me suis retrouvée dans une petite ferme, au fin fond de la jungle, sur la côte Caraïbe, avec un ancien Bordelais d'ailleurs, reconverti en chaman et fermier, avec qui j'ai passé des super moments, qui m'a énormément appris. Ensuite, j'ai rencontré une autre personne, une ancienne New-Yorkaise qui venait de monter une communauté dans la péninsule d'Ossa, sur la côte Pacifique, et voilà, qui avait beaucoup de réflexions sur que faire d'une société post-capitaliste et comment échanger du savoir et des talents. Donc en fait, voilà, il y a eu on va dire toute une gamme d'expériences et de nouveaux savoirs qui se sont ouverts. Mais surtout, en fait, évidemment, le principal, c'est que dès que j'ai été là-bas, l'énergie et le mode de vie sont complètement différents. Ça, on s'en doute assez bien, surtout en contraste avec Paris. J'ai été tout de suite happée par cette tranquillité, en fait, que tout le monde avait. Et cette tranquillité, ça s'appelle Pura Vida, donc tout le monde prône la Pura Vida. L'idée, c'est que tout va bien, en fait. Il n'y a pas besoin de s'énerver, il n'y a pas besoin de rusher, il n'y a pas besoin de pousser. Tout va finir par bien arriver. Et surtout, il faut profiter. Mais est-ce que ces concepts-là, tu arrives à les faire perdurer dans un autre contexte qui est celui de la Californie? Ou la question, c'est plutôt de se dire, à une échelle plus individuelle, on peut quand même s'inspirer de ça, et puis quel serait le message à faire passer, voilà, ton rapport à la nature qui a du coup été un peu bouleversé, et comment on peut s'en inspirer à une échelle plus locale ou dans un environnement complètement différent, quoi. C'est pas hyper évident, cette question. Il y a plusieurs choses qui me viennent. La première, évidemment, c'est que oui, le contact, on va dire intime, quotidien, répété avec un environnement qui est majoritairement des plantes plutôt que des humains et des bâtiments, ça m'a guérie, premièrement. Ça m'a apaisée énormément, mais bon, ça, c'est pas nouveau parce que toutes les études, le disent. Qu'aller dans la forêt et cetera, à l'extérieur, fait du bien. Mais ça m'a surtout, en fait, je pense que ça a inversé mes priorités. C'est-à-dire que là où je pensais que ce qui était important, c'était de construire, de bâtir, d'aménager, tout d'un coup, je me suis dit que ce qui était important, c'était de préserver, de laisser, de faire pousser. Une autre chose que j'ai vraiment apprise là-bas et que je continue à garder avec moi, c'est cette idée de pas forcer trop les choses. Je pense que j'étais quelqu'un qui était je suis toujours quelqu'un de très, très volontaire, très déterminé.
Et quand j'ai des idées, en général, je vais au bout, mais j'avais une tendance à pousser un peu trop sur moi, sur les autres, à passer en force un peu. Et je pense que ça, c'est quelque chose que je fais de moins en moins, que j'essaye de faire de moins en moins, parce que justement, j'ai appris au Costa Rica et ailleurs qu'on pouvait, voilà, que les choses allaient se passer de toute façon, qu'il n'y avait pas besoin de forcer trop. Ça, c'est quelque chose qui m'est hyper bénéfique aujourd'hui. Ouais, avant, t'étais plutôt dans le faire et maintenant, tu es dans le laisser faire, ou en tout cas dans l'accompagnement de l'environnement qui t'entoure, quoi. C'est ça. On va avancer au thème d'après. Tu es parti en voyage, bah, pour tester d'autres choses aussi, pour tester le woofing notamment dont tu nous parlais tout à l'heure. Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'évidemment, après 6 mois de cette vie, de volontaire, de communauté, puisque dans tous les endroits où j'ai fait du volontariat, ben, il y avait un groupe de gens qui pouvaient être petits ou grands, mais qui se considéraient comme une communauté toujours. Il a été très, très clair que c'était impossible pour moi de revenir en arrière. Autant j'étais partie de Paris 6 mois avant en me disant: «Bon, c'est peut-être juste un break, je vais prendre 6 mois le soleil, je reviens». Sauf qu'évidemment, ça a été plus profond que ça et qu'il était, mais hors de question, c'est-à-dire que c'était viscéral, quoi. C'était hors de question d'aller se remettre derrière un ordinateur, d'aller travailler dans un bureau, de revivre en ville, et cetera. Ça, c'était sûr et c'était aussi hors de question de, vivre tout seul, ou juste en couple, mais tout d'un coup, c'était toutes ces choses-là qui m'avaient paru, complètement normales et classiques, me paraissaient, intenables, en fait. C'était assez bizarre. Bah, j'ai eu la chance de rencontrer, un amoureux, au Costa Rica, qui est américain et puis, bah, en fait, on avait, la même analyse, les mêmes rêves, les mêmes envies et donc on a décidé en effet, moi j'ai terminé, ces 6 mois, de mon côté et ensuite on s'est retrouvés en Californie et on a décidé de partir pour une sorte de grand voyage exploratoire à la recherche de ces communautés. Donc nous, on appelait ça des fermes communautaires, puisqu'on avait forgé dans notre imagination ce concept parfait où voilà, c'est à la fois un retour à la nature du côté de la ferme, mais c'est aussi une vie en communauté et une structure d'humains qui tiennent ensemble et qui rendent tout ça possible et convivial et agréable et pas juste difficile comme peut l'être un métier, très difficile comme peut l'être un métier d'agriculteur classique. Mmh. Alors on a fait 2 voyages, on l'a appelé la boucle nord et la boucle sud. La boucle nord direction le Canada, on n'avait pas encore la caravane, on était juste en voiture avec une tente et un chien et on cherchait des endroits où il y aurait, une chambre ou un endroit pour nous accueillir. Donc ça faisait partie de nos critères. Dans les différents endroits où on peut faire du woofing, il y a de tout et donc dans ce tout, il y a des endroits où, bah, on peut faire que du camping et il y a des endroits où les gens ont une chambre, voire une caravane, voire une petite cabane, voire, une yourte ou tout ce que tu veux, pour accueillir les volontaires. Donc sur cette partie du trajet, on a, cherché explicitement des lieux où on pourrait loger à l'intérieur, en tout cas avoir une chambre ou quelque chose à nous et puis on a toujours trouvé, voilà, parce qu'il y a quand même beaucoup, beaucoup enfin ça c'est le message que je veux faire passer, mais le woofing, est une opportunité de voyager, presque gratuitement, qui est incroyable et puis, bah, qui est ultra enrichissante. Aujourd'hui, j'ai presque du mal à imaginer que j'irais voyager quelque part sans essayer en fait de devenir acteur un petit peu, de quelque chose ou au moins aller, donner un coup de main à droite à gauche, parce que ouais, je pense que c'est rentré vraiment dans ma manière de voyager maintenant. C'est une super façon aussi pour vraiment rentrer en contact avec, bah, les habitants du pays en question, quoi. Ouais, le voyage au Costa Rica, c'est qu'en fait, je n'étais qu'avec des gens qui habitaient là, qui étaient vraiment des locaux, qu'ils soient costaricains ou pas d'ailleurs, c'était pas forcément le problème, mais en tout cas des gens ancrés, fortement ancrés sur leur territoire et puis aux États-Unis, c'est vrai que ça nous a permis de rencontrer des gens qu'on n'aurait absolument jamais, jamais croisés ou rencontrés sans ça et ça, c'est vraiment génial. Et à un moment ou un autre de ce périple, tu es allé, je crois, au Nouveau-Mexique, à Taos? Ouais. Alors, dans notre deuxième voyage qui a été la boucle sud, qu'on a faite, sud du Californie, Arizona, Nouveau-Mexique. Cette fois, on avait une petite caravane qu'on avait retapée nous-mêmes
Je suis très fière parce que je suis pas du tout une bricoleuse et que j'aurais jamais pensé qu'il était possible que je fasse ça. Mon copain est un peu plus bricoleur, mais c'est pas non plus MacGyver. Ben, juste comme quoi pour dire que tout est toujours possible et qu'il suffit juste, en fait, d'y mettre du temps et de l'investissement. Donc on a réussi. En un mois, on a retapé cette caravane en travaillant fort tous les jours et c'est vrai que ça nous a permis de voyager, un peu plus librement, de s'arrêter un peu où on voulait, d'être un peu plus autonome, et confortable dans notre manière de camper et puis aussi d'aller dans des lieux qui avaient pas forcément des chambres ou des logements à nous proposer, mais dans lesquels on pouvait, poser notre caravane et donc on est allé jusqu'au Nouveau-Mexique, au nord du Nouveau-Mexique, à Taos, qui est, juste au-dessus de Santa Fe et ça a été un de nos arrêts, préférés, un des lieux les plus authentiques que j'ai vus aux États-Unis. On avait plusieurs buts, quand on est parti voyager avec mon copain. D'ailleurs, on les avait tous écrits. On avait beaucoup d'intentions auxquelles on accordait beaucoup de valeur et une des intentions, c'était justement d'apprendre un peu plus de la culture, des Native Americans, donc des peuples qui ont vécu aux États-Unis avant l'invasion, et qui avaient une connaissance, du territoire, des matériaux, des ressources et des animaux bien plus grande, que celle qu'on a aujourd'hui, en fait. Et à Taos, ce qui est vraiment passionnant, c'est que c'est un des seuls, alors je pense que c'est une des seuls endroits aux États-Unis où les Indiens n'ont pas été mis en réserve. Ils ont réussi à conserver leur habitat, traditionnel et donc en fait, ils habitent dans un pueblo qui sont ces maisons, construites en terre crue et c'est vrai que leur culture, toute leur culture a été vraiment beaucoup, beaucoup plus préservée que n'importe où ailleurs. C'est-à-dire que si tu vas en Arizona, du côté des Hopis et des Navajos, il y a c'est terrible. C'est-à-dire que toute leur culture, tous leurs habitats ont été, quasiment, enfin, il reste très, très, très peu de choses. C'est très triste, en fait. C'est une histoire, coloniale, comme beaucoup d'autres, mais qui fait réaliser à quel point on a fait taire, certaines voix et certains savoirs. Mais à Taos, c'est vrai que, voilà, c'est un endroit qui est encore hyper vibrant de cette énergie, des Native Americans, de leurs habitats, de leurs techniques de construction et puis de leurs mœurs, de leur, culture, de leur musique, de leur nourriture. Voilà. Il se trouve que nous, on travaillait dans une ferme, qui produisait des goji berries et voilà et on a beaucoup appris sur ce super fruit. D'accord. Vous en avez aussi profité pour aller voir ce qu'on appelle les Earthships. Oui, donc à Taos, il y a le pueblo qu'on peut visiter et il y a aussi évidemment ce site qui s'appelle les Earthships. Ce qui est, en fait, je pense qu'il faut le replacer dans un contexte justement du paysage et du territoire. On va dire que tout le sud du Colorado, même le nord et le sud du Nouveau-Mexique, l'Arizona, enfin c'est vraiment des États voilà, avec des immenses étendues. Et c'est vrai qu'il y a énormément cet esprit, un peu à la Mad Max, où personne respecte trop les codes de construction, tout le monde, enfin pas tout le monde évidemment, parce que là encore je parle depuis mon point de vue des gens qu'on a rencontrés, mais énormément évidemment de communautés et de lieux, comme ça un peu alternatifs, ont aussi des constructions très alternatives qui sont, souvent à base d'upcycling, recycler des matériaux déjà utilisés. Et c'est vrai que ça fait souffler un grand vent de liberté et de créativité, mais ça peut aussi être regardé par, pas mal de gens, notamment des architectes, comme, des choses absolument, horribles, laides et complètement ratées. Bon, en tout cas, c'est juste pour dire le contexte parce que, autour des Earthships, c'est ça en fait. C'est des gens qui construisent leur maison, à base de tout ce qu'ils trouvent, dans les déchetteries. Mais ce qui est intéressant avec ces Earthships, c'est qu'en effet, ça a été, inventé par cet architecte qui, là aussi, il faut le remettre dans son contexte, fin des années 60, gros usage des drogues psychédéliques partout. Il est parti, tout seul dans une grotte, il a pris des champis et il a passé plusieurs jours, à triper et tout d'un coup, il a eu une sorte d'épiphanie personnelle où il a réalisé qu'il fallait, se servir de ces déchets comme matériaux de construction et donc il a acheté ce terrain, je pense une bouchée de pain à l'époque parce qu'on est vraiment au fond du rien
Et puis il a commencé à expérimenter avec essentiellement des pneus de voiture, des canettes en aluminium et beaucoup, beaucoup de bouteilles de verre. Alors l'architecture qui en résulte, moi je la trouve, très réussie. C'est un peu comme si Gaudi, était allé à Burning Man. Voilà, pour l'esthétique, moi je trouve. Très belle image, c'est vrai, exactement. Je mettrai un lien dans les notes là pour que personne qui écoute puisse être dirigé vers des images et des articles sur le sujet des Earthships parce que ça vaut quand même le détour. Oui. Et notamment, il y en a quelques-unes de ces maisons qui ont été construites en France et en Europe. Mmh. Donc on peut en voir sans forcément aller dans le désert du Nouveau-Mexique. Cool. Mais c'est vrai que c'est une architecture particulière qui est hyper intéressante. Ben, disons que c'est à la fois les concepts de l'architecture bioclimatique, classique avec, on enterre la partie nord, comme ça on préserve un maximum de chaleur. On expose la partie sud, au plus de soleil possible, avec des immenses baies vitrées qui forment en général, le couloir. En fait, c'est toujours plus ou moins des maisons assez linéaires, avec donc cette partie nord enterrée où sont souvent les chambres et les espaces, on va dire, de nuit. Et puis, sur toute la longueur, un grand couloir qui est aussi une sorte de serre et de tampon thermique, bioclimatique puisque, on récupère un maximum de chaleur qui vient ensuite se diffuser dans le reste de la maison passivement. Donc, en fait, ce que j'ai trouvé le plus intéressant là-bas, c'était comment il avait réussi à systématiser des principes classiques d'architecture bioclimatique, mais dans un design, très fort, puisque c'est vrai que maintenant c'est un design qui est, comment on dit? Déposé quoi. C'est-à-dire aujourd'hui si on veut construire un Earthship, il faut faire une demande préalable, enfin c'est un brevet presque et c'est vrai qu'ils ont ouais je pense une ingéniosité de conception et de forme qui est super intéressante, et une esthétique qui vient, notamment de l'usage des matériaux. Moi, ce que j'ai préféré, c'est l'usage des bouteilles en verre, avec lesquelles ils forment des immenses vitraux, voilà, des entrées de lumière à différents endroits de la maison, qui sont hyper, hyper beaux. Les pneus, il y a beaucoup de gens qui sont un peu récalcitrants, qui disent que c'est plein de polluants, que c'est pas une bonne chose de faire les fondations avec des pneus et cetera. Bon, il est ce qu'il est. Là où il a été, assez génial, c'est qu'il a quand même réussi à récupérer en fait, à créer le réseau de récupération autour de lui et à aller, démarcher, de lui-même, les restaurants, les casses automobiles, toutes les choses auxquelles il pouvait penser où il y avait des matériaux qui n'étaient pas utilisés et puis essayer d'en faire quelque chose et c'est quelque chose qui résonne, je pense, très, très fort avec notre époque au sens où, on parle beaucoup, voilà, du gaspillage, qu'il soit alimentaire ou matériaux, et que souvent, ça prend trop d'argent de récupérer des choses, donc on préfère tout casser et reconstruire. Bon, je pense qu'en fait, les ressources, elles sont toutes là, il y a juste à les redistribuer bien et puis, être créatif avec. Ouais, c'est ça, c'est une démonstration un peu de débrouillardise contextuelle où il a identifié les ressources qu'il y avait localement Ouais. avec quelques principes scientifiques, on va dire, en tout cas d'architecture bioclimatique. Mmh. Il a pu créer un habitat qui était hyper intéressant et adapté au contexte. Ouais, oui, non, j'allais dire hyper intéressant, hyper performant, clairement hyper performant, en termes d'usage d'électricité, en termes d'usage d'eau, puisqu'il y a tout un système où, l'eau est utilisée 4 fois dans les Earthships. Alors je pourrais plus faire le détail de à quoi tout sert, mais enfin, voilà, chaque fois qu'on utilise de l'eau, elle est réutilisée 4 fois avant d'être, enfin, utilisée pour arroser les plantes en général. Ouais, d'accord. En termes d'architecture, c'est magnifique. Moi, c'est vrai on a fait la visite guidée où tu visites à peu près 4 ou 5 maisons différentes, de différentes tailles. Alors, tu retrouves toujours les principes qu'on a évoqués, mais évidemment avec des agencements, voilà, des espaces différents. Si vous êtes de passage dans le coin, je pense que ça vaut vraiment le coup de le visiter. Là où il y a encore des choses à améliorer, c'est pas forcément sur le côté de l'architecture, parce que je pense qu'il a plutôt perfectionné le modèle, mais il a pas travaillé du tout justement sur l'aspect, communautaire, puisque je sais pas si les architectes sont les meilleures personnes pour réfléchir à ça. Le message est passé.
Ouais, le message est passé, désolée. En tout cas, là-bas, c'était pas le cas et c'est une collection en fait, sur ce grand terrain, maintenant, c'est une collection presque de maisons un peu témoins. Alors, il y a des vraies personnes qui habitent dans ces maisons. Ça coûte une blinde, d'habiter dans un vrai Earthship, ça devient, c'est aujourd'hui, c'est presque un des endroits les plus chers, où habiter à Taos, ce qui est assez, Ce qui n'était pas l'idée de départ, j'imagine. pas du tout. Donc c'est voilà, l'évolution, aujourd'hui, c'est que, c'est très prisé, ça coûte plutôt très cher et les gens sont un peu, dans leur petit habitat, autonome et c'est vrai que ça, je pense, c'est un des trucs à dire, sur ce podcast, je pense qui est intéressant, c'est que viser l'autonomie pour sa maison, ça veut pas dire, pour moi, viser l'autarcie, vis-à-vis des autres et c'est vrai que c'est le seul bémol que j'ai trouvé, dans cette visite, c'est que, voilà, les maisons sont très bien conçues, mais il y a aucun espace autour pour accompagner, une vie de communauté. En fait, ils ont jamais construit de maison commune, de lieu central où pourraient se retrouver les habitants parce que, le produit architectural a tellement bien marché qu'ensuite ils se sont mis à le développer, à l'exporter, à le breveter et puis à développer toute une académie, sur place puisqu'on peut, en payant une certaine somme, venir se former, pour apprendre à construire un Earthship et être, comment on dit? Accrédité pour le faire. Donc ils ont développé beaucoup de choses, mais la vie en communauté et le sentiment de, voilà, de partager autre chose que juste une maison similaire, il n'existe pas et je ne sais pas s'il existera jamais là-bas. Alors justement, ça fait une super transition. Donc le podcast, il s'appelle La Case Robinson. La case d'Olympe Rabaté, qu'est-ce que ce serait là? Ça ressemblera à quoi la maison un peu idéale selon toi? Alors je pense on a forcément tous, en nous une part de rêve de cette maison idéale. Elle doit certainement aider à construire son identité, et ses limites. Moi évidemment, elle a beaucoup évolué. Aujourd'hui, ma maison idéale, ce serait un jardin. Ce serait un jardin autour duquel on construirait des petits espaces et des sous-espaces qui seraient habités et plus ou moins fermés et plus ou moins ouverts. Donc en fait, moi je rêve d'une maison qui est un peu éclatée, qui est pas juste un bloc, dans lequel on rentre et on est, mais qui est plutôt une sorte de petit, pas de labyrinthe, mais en tout cas, ouais, de succession de petites pièces dans un environnement, plutôt, foisonnant, de nature et c'est vrai qu'aujourd'hui, je réfléchis beaucoup aux plantes, aux buissons, aux arbres, presque comme des meubles et des fonctions. Donc j'ai commencé à faire la liste de tout ce que je souhaitais dans ma maison si un jour je la construis de A à Z. En fait, chaque pièce sera en rapport avec, la course du soleil, les plantes autour. C'est-à-dire que je sais que je veux une cuisine qui soit dans une serre pour que je puisse faire pousser les choses toute l'année. Je sais que j'aime beaucoup faire la vaisselle, mais je trouve que c'est dommage de ne pas avoir de vue sur le coucher de soleil parce que c'est souvent l'heure à laquelle je fais la vaisselle. Donc je sais que mon évier, un des éviers sera tourné, vers l'ouest, ça c'est sûr. Voilà, c'est plutôt où positionner, une douche, un évier, un lit et puis comment, construire, la structure qui va autour, selon le climat. Moi, j'espère continuer à vivre au soleil, donc à avoir besoin de moins de murs que quand on vit, dans des climats plus froids. Voilà, ce serait un peu un mix entre, la simplicité de l'architecture japonaise et puis la rugosité, les couleurs de l'architecture mexicaine, le tout dans un grand jardin d'Éden. Excellent. À ce sujet, je mettrai les liens dans les notes. J'invite les auditeurs à aller voir ton site, enfin ton blog, Learning from Landscapes, qui, je trouve, dans l'esthétique, reflète assez bien ce que tu viens de dire sur la luminosité, le soleil, les couleurs vives. Je trouve qu'il est très beau. Du coup, je vous invite tous à aller voir à quoi ça ressemble. Ça vous donnera un petit peu une image de ce que Olympe vient de décrire. Le blog aujourd'hui, il regroupe essentiellement, les articles liés justement à mon expérience au Costa Rica. Donc, la description de lieux, que j'ai pu visiter, de projets auxquels j'ai pu participer et puis des articles, tu vois, plus réflexifs sur, ce que tout ça m'a amené à penser. Mais j'ai bientôt fini, il serait temps. J'ai plus que 2 ou 3 articles à terminer sur le Costa Rica et j'ai, une nouvelle saison
qui arrive très vite et qui sera justement la saison consacrée au voyage en caravane et au woofing et aux différentes communautés et fermes qu'on a découvertes aux États-Unis. Et ça, j'ai hâte aussi de partager mes adresses, mes lieux, mes réflexions sur tout ça. Cool, bah, j'ai hâte de lire tout ça. S'il y avait une chose que tu devais partager, et que les gens, pourraient retenir pour, les appliquer, dans leurs projets, d'avoir une maison plus écologique, plus saine, ou en tout cas de se reconnecter, un peu plus avec, ces valeurs-là, ce serait quoi? Je pense que quand on a la chance de pouvoir concevoir sa maison, pour moi, la plus belle des choses, c'est de réussir à vraiment partir de son propre mode de vie, sans essayer en fait d'imiter des choses qu'on a déjà vues. Parce que c'est vrai qu'on a souvent tendance à faire du Pinterest et de l'Instagram à gogo et se dire je voudrais une cuisine comme ça, une salle de bain comme ci. Mais je pense qu'en fait, enfin moi, je suis convaincue qu'en effet l'habitat enfin, on noue une relation très, très intime et profonde avec son habitat. Et quand on peut pas le créer soi-même, ben, on s'y adapte et on l'adapte à nous. Mais ouais, ce serait de partir de leur mode de vie et de leurs envies vraiment précises sur des usages et ensuite de construire autour de ça. Est-ce qu'on aime lire Est-ce qu'on aime la lumière naturelle de tel type d'heure ou est-ce que la chambre est super importante, on y passe beaucoup de temps. Enfin voilà, je pense qu'il y a beaucoup de choses à développer en étant très très proche des besoins de la famille ou des habitants. Donc expérimenter d'abord et puis, décider ensuite, quoi. En fait, je pense que la question qu'on se pose souvent, c'est: «Ah, comment serait ma maison idéale?» Et en fait, moi, je me dirais: «Comment serait mon mode de vie idéal?» Ouais, Et de ce mode de vie viennent les aménagements spatiaux. les choses qui se construisent autour, ouais. Ouais, tout à fait. Je pense que si son mode de vie idéal, c'est, de passer, 4 heures par jour en cuisine, ben, ça a forcément une influence sur comment on va designer la cuisine et où on va la mettre. Et qu'est-ce que tu penses du mouvement actuel autour du minimalisme, et notamment du minimalisme appliqué à l'habitat comme, peut le promouvoir, Marie Kondo, par exemple? Est-ce que c'est quelque chose que tu expérimentes, dans ta vie quotidienne? Et si oui, qu'est-ce que ça t'apporte? Ah mais complètement, à 200. Je pense que ça a été aussi un des grands enseignements, bah, d'abord du voyage au Costa Rica parce que j'avais un sac à dos et c'est tout et j'ai vécu 6 mois avec mon sac à dos et de découvrir que rien ne me manquait. Enfin, je pense que j'avais bien préparé, mes affaires. Voilà, j'avais bien fait mon sac. Mais ouais, de découvrir que tout ce que j'avais était là et j'avais besoin de rien de plus et j'ai absolument rien acheté. Et puis ça fait un moment que j'achète vraiment très, 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 très peu de choses. Donc cette légèreté en fait, Ça fait vachement de bien, ouais. toute façon, ça fait un bien fou. Moi, j'ai été élevée, par des parents qui déménageaient tous les 4 ans. Je Voilà, mes dessins d'enfants et mes trucs, machin, ça fait longtemps qu'ils ont été brûlés et jetés à la poubelle, entre les multiples déménagements. Donc j'ai pas d'attachement, très fort aux choses et au passé et aux objets. Donc c'est plus facile que si on a été élevé, je pense, dans un attachement très grand, à ces choses matérielles. Mais bon, c'est pas pour rien que Marie Kondo a le succès qu'elle a et qu'il y a toute cette vague en effet de minimalisme. C'est très, 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 très bénéfique et très libérateur de vivre, léger. Ça, c'est sûr. 2 petites dernières questions. Est-ce qu'il y a un livre qui t'a marqué ou que tu recommandes souvent, aux personnes qui t'entourent? Ça peut être sur le sujet de l'éco-construction, mais pas forcément. Bon, j'ai pas, comment dire? Je lis beaucoup de choses et puis il y a évidemment plein de livres, que je pourrais recommander sur différents sujets, mais, je me souviens avoir été très, 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 très marquée enfant par la lecture de Sa Majesté des mouches, qui est, l'histoire justement d'une bande, d'enfants qui, se retrouvent, sur une île déserte, à l'issue d'un crash de leur bateau et qui doivent se débrouiller à survivre et à fonder une société, une communauté. Voilà et puis évidemment, ça tourne pas super bien, mais voilà, je me souviens que ça, c'était un des livres, qui m'a accompagnée pendant longtemps, je pense indirectement et que j'ai relu il y a pas longtemps parce que justement, ça n'arrêtait pas de revenir dans ma tête et je me disais: «Il faut quand même que je le relise parce que si ça se trouve, j'ai inventé le souvenir que j'en ai». Ça, c'est un super livre. Après, l'été dernier, j'ai lu, un livre passionnant. En fait, j'ai découvert un auteur qui est un auteur de science-fiction, français, qui s'appelle, Alain Damasio
Et j'ai lu un de ses livres qui s'appelle La Horde du Contrevent et c'est assez magistral. C'est ultra, ultra, ultra inventif. Et l'histoire est très originale, mais surtout la manière d'écrire, en fait, c'est une polyphonie de toutes les voix qui composent la horde, puisque donc c'est une horde de gens qui luttent contre le vent, enfin qui remontent en extrême amont pour découvrir l'origine du vent. Donc c'est assez abstrait. Et puis c'est un peu l'imaginaire guerrier et tout, mais ouais, magnifique. Et puis plus petit et plus facile, mais assez intriguant aussi, j'avais lu La Conjuration de Philippe Vassé. C'est un auteur français aussi et c'est l'histoire d'une personne qui décide de créer une secte. Voilà, et c'est très drôle parce qu'au début il dit je voulais créer une secte, je me suis dit que c'était purement commercial, voilà, que ça allait bien marcher et finalement j'y ai pris goût et bon, c'est super sombre et super cynique, mais il y a des très belles choses et ça se passe en région parisienne puisque cette secte cherche des lieux pour tenir des cérémonies qui seraient des zones blanches, donc des zones où il n'y a aucune onde téléphonique qui passe. Voilà, c'est pas mal du tout. Cool. Moi, je mettrai aussi la référence. Dernière question. Si tu pouvais écrire un message sur un panneau qui pourrait être lisible par des millions de personnes, ce serait quoi? Qu'est-ce que tu écrirais? Quelle serait ta citation favorite, on va dire? Je pense que ce serait ce proverbe des Indiens d'Amérique qui disait « Quand le dernier arbre sera abattu, la dernière rivière empoisonnée, le dernier poisson pêché, alors on réalisera que l'argent ne se mange pas. » Merci Olympe, on va rester là-dessus. Juste, où est-ce qu'on peut envoyer les gens retrouver ton travail et voir ce que tu fais? Alors, sur mon blog qui s'appelle learningfromlandscapes.com, c'est évidemment une petite référence pour les architectes qui sont par là à Aventuri et à son Learning from Las Vegas, mais évidemment avec une approche très différente. Et aussi les vidéos que je participe à créer avec mon amoureux, on peut les retrouver sur sa page Facebook qui s'appelle The Ecologist Cowboy. Et pour poursuivre ma vie quotidienne, il y a mon compte Instagram. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode, j'espère qu'il vous a plu et inspiré pour réaliser la maison écologique de vos rêves. Vous pouvez retrouver toutes les références mentionnées par Olympe dans les notes de l'épisode et des compléments pour approfondir ces sujets dans la rubrique podcast sur le blog lacaserobinson.fr. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de ce nouveau format que j'expérimente avec vous. Vos retours m'aident beaucoup pour préciser le contenu et choisir les prochains invités. Si vous voulez m'aider et soutenir ce podcast, partagez-le autour de vous, abonnez-vous et mettez un avis 5 étoiles si possible sur la plateforme de votre choix. Ça me fait d'abord très plaisir et ça permet aussi et surtout au podcast d'être plus visible et de mieux se faire connaître. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de La Case Robinson.